Les États-Unis bombardent la Syrie, des djihadistes de l'État islamique ont été tués. Il s'agit de représailles après une attaque ayant fait au moins 3 morts américains aussi. Et les bombardements ont eu lieu cette nuit, Gwendoline. Le chef de cellule chargé des drones de l'État islamique aurait été tué. On a des informations ? Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les représailles, elles ont commencé dès le lendemain, en fait, de l'attaque contre les militaires américains. Dès le lendemain de l'attaque, vous avez des forces américaines avec les forces de sécurité syriennes qui ont été menées tout un tas de raids et qui ont tué 23 membres de l'État islamique. Ça, c'était vraiment dès le lendemain de l'attaque. Ils ont récupéré un certain nombre de choses pendant ces raids, des ordinateurs, des éléments qui ont été analysés. Et ce qui a permis de monter cette campagne de frappe sur l'État islamique en Syrie. Ce que ça dit surtout, c'est le niveau aujourd'hui de coopération aussi entre les Américains et le nouveau pouvoir à Damas, d'Ahmed al-Shara, qui connaît très bien la lutte antiterroriste. C'est quelqu'un dans la région, c'est lui qui a dû tuer le plus de djihadistes de l'État islamique au cours de sa carrière, bien avant la chute de Bachar al-Assad. Il avait déjà aidé, depuis son réduit d'Idlib, les Américains à éliminer le calife qui avait pris la suite à l'époque d'Abou Bakr al-Baghdadi. Aujourd'hui, il est au pouvoir et il y a une vraie coopération entre les Syriens et les Américains. Par ailleurs, j'ajoute que le président Donald Trump a signé la levée des dernières sanctions qui pesaient sur la Syrie. Et ça, c'était hier. Donc ça dit aussi le rapprochement entre les Syriens aujourd'hui et les Américains. On va tout de suite retrouver Pierre Barbin. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Que sait-on exactement ? Expliquez-nous cette situation tout à fait particulière. Eh bien, on peut d'abord parler d'une attaque de grande ampleur. Vous le voyez sur la Syrie, plusieurs frappes menées par les États-Unis sur Homs, Raqqa ou encore dans des zones plus rurales, par exemple à l'est du pays. On voit notamment aussi ces images transmises par le Pentagone au cours de la nuit, montrant justement ces frappes américaines. 70 cibles ont été visées au total. On sait avec quels moyens ? Oui, on sait qu'il y a eu des hélicoptères, des avions de chasse, mais aussi de l'artillerie. C'est ce que l'on apprend cet après-midi. On ne sait pas combien précisément. Ce que l'on ne sait pas non plus, c'est d'où sont partis ces avions. Le secret est gardé précieusement. Information secrète donc des États-Unis. Le chef du Pentagone, lui, a communiqué tout à l'heure. Il dit par contre, nous avons traqué et tué des ennemis, beaucoup d'ennemis, et nous allons continuer. La cible, c'est Donald Trump qui le dit lui-même sur son réseau social Truth. Nous frappons très fort contre des bastions de l'État islamique. Alors justement, pourquoi cette attaque ? Il s'agit, on l'a dit à l'instant, de représailles après ce qu'il s'est passé la semaine dernière. 2 militaires américains et un traducteur ont été tués par un tireur isolé de l'État islamique. Le président américain avait prévenu lui-même que les États-Unis répliquaient. Écoutez-le, c'était la semaine dernière devant la Maison-Blanche. Monsieur le Président, les États-Unis vont-ils riposter contre Daesh ? Oui, nous allons riposter. Au moins 5 membres de l'État islamique ont été tués la nuit dernière par ces frappes américaines en Syrie. Merci Pierre Barbin. Il y a une renaissance de l'État islamique, général ? Alors, ce qu'il faut surtout remarquer et se souvenir, c'est que le président Trump, lors de son premier mandat, voulait retirer toutes les forces américaines présentes en Syrie. Il avait pris cette décision. Oui. C'est l'état-major qui a réussi à freiner, à retarder et finalement à maintenir. Pourquoi ? Parce que la menace de l'État islamique est toujours présente. Et donc, il y avait nécessité d'être au contact, j'allais dire. Comme le disait Gwendoline tout à l'heure, les premières attaques, il fallait bien qu'il y ait des gens qui soient, j'allais dire, infiltrés, qui connaissent, qui soient dans les réseaux et qui arrivent à prendre tous ces éléments pour ensuite faire des frappes, alors qu'ils peuvent venir de Jordanie, d'Irak ou d'ailleurs. Peu importe, ça, c'est pas très grave. Mais l'important, c'était d'être au contact. Et donc, M. Trump s'était trompé lorsqu'il pensait qu'il fallait se retirer de là-bas, parce que l'État islamique est toujours présent. Et l'accord avec le gouvernement actuel en Syrie est extrêmement important pour 2 raisons. D'abord pour notre sécurité à nous, mais aussi pour la stabilité du gouvernement en Syrie. Parce que le président syrien actuellement a une situation qui est extrêmement compliquée, avec des gens qui font la guerre depuis 15 ou 20 ans, qui n'ont pas du tout l'intention de s'arrêter, et qui ne contrôle pas du tout. D'où l'action qui s'est passée à Palmyre, qui agit presque comme une provocation, et qui a amené à ces frappes-là. Donc oui, l'État islamique existe toujours, on le savait, des Redzor, Raqqa,
qui étaient les fiefs. Donc l'État islamique existe toujours. Il faut rester au contact pour surveiller et frapper quand on le peut sur ces éléments. On va retrouver notre correspondant dans la région, Arthur Saradin. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Que sait-on exactement des moyens d'action et peut-on parler d'une véritable renaissance? On l'a abordé il y a quelques instants de l'État islamique. Je ne sais pas s'il y a toujours des Français. Alors, une renaissance, pas forcément, mais en tout cas, il y a une volonté, c'est sûr, de la part de l'État islamique de profiter de ce qu'a été la situation de transition que connaît la Syrie pour renaître, recruter, mener des actions. On a pu voir dans la région de Palmyre, dès les débuts de l'après-Assad, des actions menées par l'État islamique sur les routes du désert syrien. Maintenant, on sait qu'il y a en effet des actions conjointes menées par les Américains et les nouvelles autorités. Moi, je l'ai pu me rendre assez récemment dans le nord de la Syrie, dans une région près d'Alep, dans une ville qu'on appelle Al-Bab, où des raids avaient été menés américano-syriens contre des chefs et des dignitaires de l'État islamique. Ce que nous racontaient les habitants là-bas, c'est que s'ils n'organisaient pas d'attentats, n'avaient pas des projets massifs de conquête comme ils avaient pu l'avoir il y a encore une dizaine d'années, il y avait encore des règlements de compte, des pressions, des attaques, plus dans les quartiers, plus localisées, qui étaient menées par ces reliquats de l'État islamique. Et pour terminer, ce qu'il ne faut pas oublier en Syrie, c'est que dans ces nuances d'islamisme qui sont encore présentes sur le territoire syrien, il n'y a pas seulement l'État islamique comme groupe qui est opposé aux nouvelles autorités et qui se revendique du djihad. Il y a énormément de djihadistes internationaux à travers le territoire et en effet, ça pose une question de sécurité majeure pour les nouvelles autorités syriennes. Merci beaucoup Arthur. Arthur Saradin, donc en direct de Beyrouth. Gwendoline, vous avez suivi cette région. Qu'est-ce qu'on doit dire de la situation au moment où on parle? La situation, alors c'est vrai que évidemment que l'après-Assad et l'arrivée au pouvoir pour les nouvelles autorités, c'est énormément de défis. Et il y a un défi sécuritaire, parce que pendant que là, la Syrie est en train de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir se reconstruire, il y a effectivement beaucoup de menaces qui pèsent sur le président syrien. Et c'est extrêmement compliqué, dont une menace djihadiste qui est extrêmement forte. Il sait comment les combattre, puisqu'il en a fait partie, oui, il en est issu. Mais il a rompu avec eux, il en a tué quand même, encore une fois, un certain nombre, et ça reste... Aujourd'hui, ce pays sera en grande difficulté s'il advenait qu'un attentat arrive contre l'actuel président syrien. Le terrorisme international est d'une certaine façon, je ne sais pas comment dire les choses, mais supporté aujourd'hui ou retrouve des formes qu'il concerne dans cette affaire. Est-ce qu'on peut se poser la question? Pas de la même dimension quand même qu'à l'époque du califat dans les années 2010. Il reste 2500 combattants de Daesh. Moi, ce qui me surprend, c'est la frappe à Homs, parce que vous savez, Homs, c'est sur la M5, qui donc relie Alep à Damas. On est quand même sur un axe central, très loin finalement des zones tenues dans le désert de la Badia, etc., dans le désert central. Donc c'est extrêmement concernant. En fait, le grand truc, c'est un immense bazar, la Syrie à l'heure actuelle. En termes, non, mais il y a aucune cohérence. Mais il y a aucune cohérence. D'un côté, on a ces 2000 hommes des forces spéciales américaines. Ensuite, on a 2 emprises russes quand même à l'attaquer encore et à Tartous. Oui. Avec encore des navires de combat russes et des forces spéciales russes qui s'y trouvent. On a la partie du Golan syrien qui est occupée par Israël, qui à la fois va cartonner parfois des forces syriennes quand les Syriens commencent à se réarmer, et des membres de l'État islamique. On a les Saoudiens qui jouent un rôle évident à travers leur moukabarad. Tout à l'heure, Gwendoline parlait des liens entre les services de renseignement américains et syriens, mais qui sont aussi sponsorisés en grande partie par l'Arabie saoudite, qui joue un rôle central. Donc c'est un immense bazar. Il va falloir ramener de la cohérence dans cette confusion. Et puis il y a un énorme problème, le plus gros problème, ce sont les 40 000 prisonniers djihadistes tenus par les Kurdes dans une demi-douzaine de camps de prisonniers qu'il va falloir régler sur le plan international. Parce que ça, c'est une marmite qui va nous exploser au nez, en plus avec... J'ai oublié la déstabilisation en plus turque au nord contre les Kurdes. Donc voilà, j'ai dépeint en 5 minutes un théâtre absolument invraisemblable d'ingérence, d'influence diverses et variées. C'est compliqué pour une armée de combattre une guérilla. Extrêmement compliqué. Oui. Vous savez, je reprendrai les termes de Céd Mao à propos du poisson et de l'eau.
Vous pouvez. Les problèmes, c'est que ces guérillas sont comme des poissons dans l'eau dans ces régions-là. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Ils sont très infiltrés. Ils imprègnent toute la région. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par Gwendoline, c'est les djihadistes internationaux. Parce que vous comprenez, ce sont des gens qui ont quitté... Ceux qui vont de combat en combat, c'est ça ? Voilà, ceux qui ont quitté l'Europe il y a 20 ans, 25 ans, qui sont allés là-bas, qui sont très radicalisés, qui n'ont qu'un objectif, c'est la guerre, c'est de continuer le djihad en permanence. Et c'est lié au problème des camps. Parce que dans les camps, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les familles de beaucoup de ces djihadistes internationaux qui sont dans ces camps. Donc il y a un lien important qui est une menace pour nous directement. Je voudrais rappeler que quand même, à l'époque du Bataclan, ceux qui étaient autour du Stade de France, c'était des gens qui venaient de ces régions-là. Oui. Donc je crois que là, il y a une menace importante. D'ailleurs, les services français suivent de très très près, identifient de très très près et suivent avec, bien sûr, la Syrie et les Américains, les Français qui sont toujours là-bas et qui continuent à recruter. Donc c'est une menace permanente et qui est liée à notre territoire national. Donc nous sommes... Pardon. Qui recrute un peu moins. Alors il y a un exemple sur les djihadistes français qui est le plus connu, qui est Omar Homsen, qui habite au nord de la Syrie. D'ailleurs que Arthur a été interviewé il n'y a pas si longtemps, Arthur Saradin, notre correspondant. Il est étroitement surveillé, comme le lait sur le feu, par les nouvelles autorités syriennes. Et ça fait aussi partie de ce que les nouvelles autorités syriennes apportent à la France. Ces gens-là, ils les ont sous contrôle. Et vraiment, ils font extrêmement attention. Et quand ils dépassent le Rubicon, il y a eu des affrontements d'ailleurs récemment entre les forces de sécurité syriennes et les djihadistes de ce camp. Donc il y a vraiment aussi une volonté pour le nouveau pouvoir de contrôler ces djihadistes étrangers et évidemment d'en référer aux pays concernés. Nous restons effectivement des cibles, nous Français. Alors, est-ce qu'on peut répondre à ça ? Ou je pense qu'on peut dire qu'on, dans la catégorie des koufars, donc des infidèles, oui, les Français y figurent très, très probablement. Après, je pense que les premiers qui sont... j'allais dire menacés, ils sont en Syrie et en Irak. Une vaste majorité des personnes qui sont dans ces camps, en l'occurrence, elles sont d'origine syrienne et irakienne, notamment dans le camp d'Al-Hol, qui est le plus connu dans le nord-est, qui est tenu jusqu'aujourd'hui par les Kurdes, qui ont été très fragilisés par le désengagement américain dans USAID, et notamment lorsque Donald Trump, et le général Trinquant l'a dit lors de son premier mandat, avait dit aux Américains « on va sortir de Syrie », alors que les Américains ont combattu aux côtés des forces démocratiques syriennes, donc principalement kurdes. Dans le camp de Al-Hol, vous avez 27 000 personnes, 60% de cette population a moins de 18 ans, et on sait beaucoup de femmes avec des enfants, et certaines, vous avez un carré où les étrangers, si vous voulez, parce qu'en tant que journaliste, vous pouvez y aller, ne peuvent pas aller parce que c'est considéré, je cite, comme étant trop dangereux, et beaucoup, ou en tous les cas bon nombre des adultes qui y sont, entretiennent l'idéologie djihadiste. Donc vous avez ça. Après, ça a été dit, je pense que tout à l'heure, Gwendoline Desbonneaux disait qu'il y a une coopération entre les Syriens et donc celles qui sont loyales à Ahmed al-Shara et les Américains. Je pense qu'elles n'ont pas trop le choix. Ahmed al-Shara, il est sur une ligne de crête, si vous voulez, parce que c'est quand même un président qui est complètement dépossédé de sa souveraineté. Vincent parlait des Israéliens qui rentrent dans le sud pour aller combattre ceux qui menacent les Druzes, en tous les cas c'est ce qu'ils affirment. Vous avez les Turcs qui rentrent par le nord, vous avez les Arabes du Golfe qui jouent également leur jeu, vous avez les Iraniens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir y revenir. Les Américains sont au nombre, enfin ils sont quelques centaines aujourd'hui. La première chose qu'il faut comprendre du point de vue américain, c'est que quand vous avez deux membres de la garde nationale qui viennent de l'Iowa, qui se font tuer avec leur interprète également américain, son identité n'a pas encore été révélée, les Américains disent « mais qu'est-ce qu'on fait encore en Syrie ?» Je sais que dans notre esprit, on a banalisé la présence américaine à peu près partout dans le monde, avec des armes, des F-15 et des F-16, mais les Américains se disent « mais attendez, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes encore là-bas ?» En plus, à Palmyre, c'est passé à Palmyre. Palmyre, c'est une zone que Ahmed al-Shara est loin de contrôler. Donc, il y a tout ça, effectivement, qui est en jeu. Et dans ce pays mosaïque, pour un président avec cette trajectoire absolument hallucinante qui est celle d'Ahmed al-Shara, qui va de Al-Qaïda à se faire parfumer par Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, l'immense défi, c'est de faire de cette mosaïque en fait un pays à l'intérieur duquel ceux qui sont druzes, qui sont kurdes, qui sont sunnites, qui sont alaouites, qui sont chrétiens, se disent aussi syriens.
c'est de s'assurer que cette identité corresponde à une réalité pour, encore une fois, tenir ce pays avec des moyens qui sont très limités. Je termine simplement en disant que quand les Israéliens détruisent la quasi-totalité de la flotte militaire qui était potentiellement à disposition d'Al-Shara, c'est peut-être pas la meilleure manière de lui permettre de garder ou de prendre le contrôle de son pays.